Ma sœur a reçu une voiture de luxe pour son anniversaire. J'ai reçu une facture me demandant de l'argent que je devais payer. Mes parents ont dit que je m'étais enfui, maintenant, ils paniquent, disant « Tu n'as pas compris ». Salut Reddit, je suis Jonah, 40 ans, et c'est peut-être la première fois que je me sens vraiment poussé à écrire quelque chose comme ça. Je ne poste pas beaucoup en ligne, et je ne suis pas du genre à étaler mes problèmes personnels en public. Mais après tout ce qui s'est passé avec ma famille au cours des derniers mois, j'ai honnêtement besoin d'un exutoire. J'ai besoin de tout mettre à plat parce que j'essaie encore de comprendre si je perds la tête ou si ce qui s'est passé est aussi mauvais que je le ressens. Cette histoire tourne autour de ma sœur, Tessa, 32 ans, et de mes parents, Case et Lorraine. En surface, nous sommes probablement le genre de famille qui semble parfaitement ordinaire de l'extérieur. Nous avons grandi dans une banlieue tranquille du Midwest. Notre maison était modeste. Mes parents travaillaient tous les deux au papa dans le génie civil, maman comme institutrice. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez. Nous avons dîné ensemble tous les soirs. Nous avons dit « s'il vous plaît » et « merci ». Nous allions à l'église la plupart des dimanches et faisions du bénévolat au centre communautaire quelques fois par an. Si vous m'aviez demandé à un moment quelconque de ma croissance si nous étions une famille proche, j'aurais dit oui. Je ne connaissais pas autre chose. Mais maintenant, avec le recul et une longue série de conversations que je ne cesse de repasser dans ma tête, je pense que ce que nous avions était davantage une question de routine que de proximité. Nous fonctionnions bien, mais nous ne parlions pas des choses qui comptaient. Nous ne posions pas de questions quand quelque chose semblait bizarre. Il y avait une sorte de règle tacite et silencieuse, maintenir la paix, ne pas remettre le système en question, et surtout, soutenir la famille, même si elle ne vous soutient pas toujours en retour. Je suis l'aîné de 2 enfants, Tessa est 8 ans plus jeune que moi. Honnêtement, je ne pensais pas beaucoup à l'écart d'âge quand nous étions enfants, c'était comme ça. Elle était encore à l'école primaire quand j'ai commencé l'université, donc nous n'étions pas exactement proches. Pourtant, j'ai toujours essayé d'être un bon frère. Je l'ai aidée avec ses devoirs de mathématiques, je l'ai conduite à des soirées pyjama quand j'étais chez moi pour l'été, et je lui ai donné des conseils quand elle ne savait pas quoi faire pour les demandes d'admission à l'université. Mes parents étaient toujours extrêmement protecteurs envers elle. Je me souviens l'avoir remarqué pour la première fois quand elle avait environ 15 ans. Elle avait reçu une contravention pour excès de vitesse sa première année avec un permis et quand j'ai fait une remarque improvisée sur le fait qu'on m'avait confisqué ma voiture pendant une semaine après ma première contravention, ma mère m'a immédiatement réprimandé, « C'est différent avec Tessa, elle n'est pas comme toi. » J'ai demandé ce que cela voulait dire. Elle n'a pas répondu. C'était un peu le schéma à partir de ce moment-là. Tessa n'était pas soumise aux mêmes normes que moi ni sur le plan scolaire, ni sur le plan social, ni sur le plan financier. J'ai dû trouver un emploi à temps partiel à 17 ans si je voulais garder ma voiture, Tessa se faisait payer son essence pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. J'ai payé mes propres études universitaires grâce à des bourses d'études et des prêts étudiants. Quand Tessa a abandonné après 1 an et demi, mes parents ont dit que l'école ne lui convenait tout simplement pas. Elle est retournée vivre chez elle et a essayé plusieurs choses différentes, la pâtisserie, la photographie, le bien-être holistique, même une entreprise de garde d'animaux de courte durée, mais rien n'a vraiment marché. Pendant ce temps, je travaillais à plein temps dans la logistique, progressant lentement mais régulièrement. Je me suis marié à la fin de la vingtaine, nous avons divorcé il y a 5 ans, pas de drame, nous nous sommes simplement éloignés. J'ai acheté une petite maison et j'ai fini par rembourser mes prêts. Je ne nageais pas dans l'argent, mais je m'en sortais bien stable, fiable, le genre d'adulte qui fait ses impôts à temps et qui apporte une salade au potluck. Je ne m'attendais pas à des éloges pour ça, je pensais juste que c'est ce qu'on fait. Mais la division entre Tessa et moi ne s'est fait que plus grande en vieillissant. Chaque fois que nous nous voyions lors de réunions de famille, mes parents posaient à Tessa 10 questions différentes sur ses derniers projets et acquiesçaient comme si elle présentait la prochaine grande start-up. Ils ne m'ont jamais rien demandé. Je n'étais pas amer, pas exactement, mais j'ai commencé à avoir l'impression d'être un employé dans l'entreprise familiale et qu'elle était l'enfant préféré du PDG. Ce qui nous amène à l'événement qui a mis tout cela en mouvement. L'automne dernier, ma mère m'a contacté pour me faire savoir que nous organisions une « célébration spéciale » pour les 30 ans de Tessa. Elle a utilisé cette expression exacte, « célébration spéciale ». Je pensais que nous allions peut-être dîner dans un endroit plus chic que d'habitude, ou peut-être quelque chose comme louer la salle communautaire où nous avions l'habitude d'organiser Thanksgiving. Cela semblait raisonnable.
Elle m'a demandé si je pouvais garder la journée libre juste un samedi de la mi-octobre et j'ai dit, bien sûr. J'ai même proposé d'apporter quelque chose pour la table, peut-être un dessert ou un plateau de fromage. Ma mère a dit, pas besoin, viens juste et sois solidaire. Cette formulation m'a marqué, solidaire de quoi? D'un anniversaire? Je n'ai pas posé de questions. Le jour de la fête, je me suis présenté à l'adresse que ma mère m'avait envoyée par texto. Ce n'était pas un restaurant ni la maison, c'était un club de golf local au plus chic que tout ce que nous avions jamais réservé pour des anniversaires auparavant. Je me souviens avoir roulé sur le long chemin bordé de haies, en pensant, waouh, c'est un peu excessif. Quand je suis arrivé sur le parking, c'est là que je l'ai vu, garé juste devant, incliné de manière à capter la lumière de l'après-midi, se trouvait un SUV élégant et flambant neuf au bleu foncé, jantes brillantes, un énorme nœud rouge sur le capot. Et debout à côté, souriant pour les photos pendant que notre père essayait de comprendre comment prendre une photo panoramique sur son téléphone, se trouvait Tessa. Elle avait l'air ravie, excitée. J'ai observé de loin pendant 1 minute, me demandant à moitié si j'étais arrivé à la mauvaise fête, mais ensuite j'ai vu ma mère s'approcher pour la prendre dans ses bras, et j'ai compris, ce n'était pas une location, ce n'était pas un prix d'un jeu concours, ce n'était pas la voiture d'un ami qu'ils utilisaient pour une drôle de surprise, c'était la sienne. Ma sœur venait de recevoir un véhicule de luxe pour son anniversaire. Au début, honnêtement, je n'ai rien ressenti, juste le vide. Je me suis approché, j'ai salué tout le monde, j'ai souri, je l'ai félicité. Je n'ai pas posé de questions, je ne voulais pas faire de scène. J'ai trouvé une place à table près du fond, j'ai siroté du thé glacé et j'ai essayé de faire la conversation avec mon cousin Ben, qui était venu de 3 heures de route. Pendant tout l'après-midi, j'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose qui donnerait un sens à tout cela. Peut-être que Tessa avait économisé, peut-être qu'elle avait trouvé un nouvel emploi, peut-être qu'il y avait une explication qui n'impliquait pas mes parents dépensant ce que j'estimais être plus de 50 000 $ pour une voiture pour quelqu'un qui n'avait pas eu d'emploi stable depuis des années. Personne n'a rien dit, pas à moi, en tout cas. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je me suis assis sur mon canapé et j'ai juste réfléchi. J'ai essayé de l'oublier, je l'ai vraiment fait. C'est leur argent, je me suis dit. Peut-être qu'ils économisent depuis des années, peut-être que ça ne me regarde pas. Puis, 3 jours plus tard, j'ai reçu l'enveloppe. Elle provenait d'une personne que je ne connaissais pas, un cabinet comptable, local. Je l'ai ouverte, pensant qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une déclaration mal adressée. À l'intérieur se trouvait une lettre d'1 page avec un simple en-tête, contribution au cadeau familial partagé, fonds d'anniversaire de Tessa. Et en dessous, une phrase qui m'a stoppé net, montant du 27 500 $. Il n'y avait pas de ventilation, pas d'explication, juste un bref message me remerciant pour ma participation attendue au soutien d'un moment important pour notre famille. Je suis resté là, tenant le papier, le lisant encore et encore. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. J'ai gardé l'enveloppe sur ma table basse, espérant qu'elle disparaîtrait ou se révélerait être une sorte de canular ou peut-être une erreur, peut-être qu'une autre personne nommée Jonah avait une tradition familiale très généreuse dans laquelle j'étais accidentellement intégré. Mais le lendemain matin, lorsque j'ai vérifié mes emails, j'ai vu un message de ma mère avec l'objet, juste un petit rappel concernant la lettre. J'ai cliqué dessus. C'était court. Salut chérie, je voulais juste te faire savoir que tu as probablement reçu la déclaration de Monsieur Wilkins, il nous aide pour l'aspect financier du cadeau. Ne t'inquiète pas, nous savions que cela te surprendrait un peu, mais c'est comme ça que nous avons décidé de gérer les choses cette fois-ci. Tu as toujours été celui qui était responsable, et nous savons que tu comprends comment fonctionne la famille. C'est l'occasion de montrer ton soutien de manière significative. Amour, maman. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé l'écran pendant un moment, lisant cette phrase encore et encore, nous savons que tu comprends comment fonctionne la famille. Cela m'a frappé d'une manière que je ne peux pas vraiment décrire. Ce n'était pas une suggestion, c'était une instruction comme toutes les petites pressions subtiles avec lesquelles j'avais grandi, sois celui qui est stable, celui qui aide, celui qui ne secoue pas le bateau. J'ai pensé les appeler tout de suite, leur demander ce qu'ils pensaient, mais je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnaient dans notre famille. On ne m'avait jamais donné la permission d'élever la voix, donc même adulte, je ressentais encore ce réflexe dans ma poitrine qui me disait, ne fais pas de ça une dispute, règle ça tranquillement. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer ça. 27 500 $, ce n'était pas une petite somme.
C'était plus de la moitié des paiements hypothécaires d'une année, c'était plus que ce que j'avais jamais eu sur mon compte d'épargne à la fois. Plus tard cette semaine-là, je me suis arrêté chez mes parents. Je ne l'avais pas prévu, je suis juste monté dans ma voiture après le travail et j'ai commencé à conduire. Leur lumière du Porsche était allumée, et je pouvais voir mon père à travers la fenêtre du devant, assis dans son fauteuil habituel avec un journal sur les genoux. Quand je suis entré, ma mère a illuminé comme si je venais de rentrer d'un long voyage. Le voilà, a-t-elle dit, venant me prendre dans ses bras. Mon père s'est levé lentement, me donnant une tape sur l'épaule comme si j'étais un voisin en visite. Heureux que tu sois passé, nous nous demandions quand tu voudrais parler. J'ai des questions, ai-je dit. Je ne me suis pas assis. Ma mère a croisé les bras, souriant. Bien sûr, nous pensions que tu serais un peu confus. J'ai reçu une lettre, ai-je dit, me demandant de payer la voiture de Tessa. Elle a incliné la tête et a légèrement ri, comme si j'étais stupide. Pas de la payer, Jonah, juste de contribuer. Ce n'est pas le coût total, c'est la moitié. J'ai dit, eh bien, a-t-elle dit, en clignant des yeux, c'est parce que nous l'avons divisé. Nous nous sommes occupés de notre part, et maintenant c'est à ton tour. Mon père a hoché la tête comme si cela allait de soi. Tu te débrouilles bien, tu n'as pas de famille à charge, nous pensions que ce ne serait pas trop difficile. J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée. Ils ne plaisantaient pas, ils n'étaient même pas un peu gênés à ce sujet. Ils m'ont regardé avec une attente totale, comme si j'étais la dernière personne à un dîner de groupe qui n'avait pas participé à l'addition et que c'était devenu gênant. Je n'ai pas accepté ça, ai-je dit lentement. Mais c'est pour ta sœur, a dit ma mère, comme si cela réglait tout. Elle n'a pas besoin d'une voiture de luxe, ai-je dit. Mon père a froncé les sourcils. Ce n'est pas le but, c'est une question de moment important, c'est une question de montrer que nous nous soutenons mutuellement. Et comment m'avez-vous soutenu, ai-je demandé. Les mots sont sortis plus bas que je ne le voulais. Ils se sont tous les deux raidis. J'ai vu quelque chose changer sur leur visage. L'expression de ma mère s'est transformée en douleur, comme quelqu'un pourrait regarder si vous lui aviez accidentellement marché sur le pied et ne vous étiez pas excusé. La mâchoire de mon père s'est serrée. Ce n'est pas juste, a dit ma mère. Tu n'as jamais rien demandé. Je ne savais pas que je devais, ai-je répondu. Je pensais que vous étiez simplement censé être là pour vos enfants, pas de faire le compte de qui a demandé quoi. Mon père a soupiré. Jonah, ce n'est pas une attaque, tu exagères. Je n'ai pas répondu. Je suis entré dans le couloir, j'ai pris la lettre dans mon sac et je la leur ai donnée. Je ne paie pas ça, ai-je dit. Cela n'a pas été discuté, cela n'a pas été convenu. Vous n'avez pas le droit de prendre des décisions financières pour moi sans mon consentement. Ma mère a pris la lettre, l'a regardée et a dit, tu en fais toute une histoire. Je suis parti. Je ne suis pas sorti en courant ni n'ai claqué la porte, je suis juste allé à ma voiture et je suis rentré chez moi. Tout le temps, j'avais l'impression de regarder cela se produire d'en haut, comme si j'étais un personnage dans une pièce que j'avais lue trop de fois. Au cours de la semaine suivante, je n'ai rien eu de leur part, pas d'appel, pas de texto, pas de message dans le chat de groupe familial. Puis, soudainement, un jeudi soir, j'ai reçu un message de Tessa, « Salut, maman et papa sont vraiment contrariés. Ils ont dit, tu as mal compris. Je ne connais pas tous les détails, mais peut-être devrais-tu leur reparler. » Je ne lui ai pas répondu non plus, car pour la première fois de ma vie, j'avais cessé d'essayer d'être celui qui comprenait. J'avais cessé d'essayer d'être la poutre de soutien stable soutenant une maison que personne n'appréciait. Et c'est là que la véritable dégradation a commencé. Ils ont commencé à appeler tous les deux laissant des messages vocaux qui semblaient chaleureux mais prudents, des messages comme « je prends juste des nouvelles » et « ne laissons pas cela nuire à la famille ». Puis j'ai reçu un email de ma mère intitulé « Tu n'as pas compris ce que nous voulions dire ». Et c'est là que j'ai réalisé qu'ils commençaient à paniquer. Lorsque j'ai lu l'objet « Tu n'as pas compris ce que nous voulions dire », quelque chose en moi s'est mis en place. J'avais passé toute ma vie à croire que mes parents étaient juste un peu déphasés, un peu trop affectueux avec Tessa, peut-être trop traditionnels, peut-être qu'ils ne voyaient pas le déséquilibre. Mais cet email, ces mots, étaient différents. Ce n'était pas un malentendu, c'était du gaslighting habillé de papier à lettres polies. Je l'ai ouvert. Jonah, je veux clarifier les choses parce que nous avons l'impression qu'il y a eu une énorme erreur de communication. La lettre que tu as reçue n'était pas destinée à te faire pression, c'était simplement la façon formelle dont M. Wilkins a mis en place la logistique. Ce n'est pas une facture, c'est un geste.
Ton père et moi ne t'obligerions jamais à faire quoi que ce soit, mais nous espérions que tu verrais cela pour ce que c'est, une occasion de redonner à ta famille. Nous t'avons toujours soutenu, même quand tu ne l'as pas demandé, nous pensions que tu voudrais faire de même pour ta sœur. Nous n'avons pas expliqué cela auparavant car nous avons supposé que tu comprendrais, tu comprends toujours. C'est qui tu es, tu as toujours été notre roc. Tessa a été profondément blessée que tu aies quitté la fête tôt, elle a remarqué que nous l'avions tous fait. S'il te plaît, ne laisse pas quelque chose comme ça créer de la distance, ce n'est pas ce qu'est la famille. Amour, maman. Je n'ai pas répondu. Je l'ai lu 3 fois. J'ai laissé les mots s'installer dans ma poitrine comme du plomb, ce n'est pas une facture, un geste. Tu comprends toujours. Encore et encore, le même refrain silencieux, sois qui nous voulons que tu sois, fais ce que nous attendons de toi, ne nous met pas mal à l'aise. Mais j'avais été mal à l'aise toute ma vie. J'ai commencé à sortir de vieilles boîtes ce soir-là, celles que je gardais rangées dans le placard du couloir. Je ne les avais pas regardées depuis des années, mais je savais ce qu'il y avait dedans, relevés bancaires, imprimés, lettres d'attribution de bourses universitaires certains poussiéreux et jaunis, le tout organisé de la manière dont seule une personne élevée pour être responsable pourrait classer sa vie. J'ai d'abord sorti mes propres dossiers, paiement de frais de scolarité, documents de prêt, reçus de la librairie. J'ai même trouvé la lettre de l'année où j'ai eu 20 ans, lorsque mes parents m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus couvrir une partie de mes frais de scolarité car l'argent a été serré depuis que les besoins de ta sœur augmentent. Puis j'ai trouvé le dossier de remise de diplôme de Tessa. Ils en ont fait un pour elle, comme un album souvenir. Dans la poche arrière se trouvait une liste, écrite à la main par ma mère, d'idées de soutien futur pour Tessa, avec des puces, des choses comme couvrir le logement pendant au moins 2 ans après l'université, fournir une aide de démarrage pour ses idées d'entreprise, couvrir les transports, utiliser une voiture ou une location, aider avec les assurances et les frais de santé, la laisser trouver sa propre voie. Il n'y avait pas de version de cette liste pour moi. Et quelque part au milieu de tout ce tri, j'ai décidé que je n'allais pas simplement m'en aller, j'allais faire la lumière lentement, tranquillement, mais complètement. Je ne voulais pas de drame, je ne voulais pas de scène, je ne voulais pas crier sur la pelouse ou publier un secret de famille sur Facebook. Je voulais de la clarté. J'ai donc appelé Monsieur Wilkins. C'était le comptable dont le nom figurait sur la déclaration. Je me suis dit qu'il ne dirait pas grand-chose confidentialité et tout ça, mais je me suis présenté, je lui ai dit que j'avais reçu un avis avec son en-tête, et je voulais juste m'assurer que ce n'était pas une arnaque. Il y a eu une pause, puis il s'est éclairci la gorge. Oh, Jonah, oui, je me souviens de toi. Tu figurais sur la feuille de contribution. Était-ce quelque chose que j'ai accepté, ai-je demandé. Eh bien, a-t-il dit, tes parents ont indiqué que tous les membres adultes de la famille s'étaient engagés verbalement. J'ai supposé qu'ils t'avaient parlé directement. Ils ne l'ont pas fait, ai-je dit. Il est resté silencieux un instant. Je vois. C'est malheureux. Quelqu'un d'autre a-t-il payé, ai-je demandé. Encore une fois, cette pause. Ton cousin Ben a contribué un petit montant. Il a précisé que c'était facultatif. Le reste, pour autant que je sache, provenait de tes parents. Donc, non seulement ils avaient inventé l'idée que j'avais acceptée, mais ils m'avaient nommé sur un document financier officiel sans mon consentement. J'ai raccroché, le cœur battant pas en colère, mais clair comme du cristal. Ils avaient compté sur moi pour jouer le même rôle que j'avais toujours joué, silencieux, fiable, invisible, celui qui se sacrifie sans qu'on le lui demande, celui qui ne demande jamais de réponse. J'ai donc fait ma propre liste, documenté tout, des emails au texto en passant par les journaux d'appel, demandé une explication écrite complète à Monsieur Wilkins concernant la déclaration de paiement, alerté discrètement mon cousin Ben et lui demander ce qu'on lui avait dit, planifier une réunion avec un conseiller financier, non pas parce que je payais, mais parce que je voulais qu'une personne officielle voie l'image complète, écrire une lettre pas à eux, mais à moi-même. Détaillant chaque cas où je me souvenais avoir été utilisé sous le label de « famille ». L'étape suivante était plus délicate, mais elle s'est concrétisée plus vite que je ne l'espérais. J'ai contacté un organisateur d'événements local, une personne que j'avais rencontrée par le biais du travail et qui s'occupait de retraites d'entreprise et de réunions. Je lui ai posé une simple question, comment réservez-vous l'espace événementiel du même club de golf où s'est déroulée la fête d'anniversaire de ma sœur? Elle m'a donné les détails. Il s'avère que la fête avait coûté plus que la voiture, restauration personnalisée, photographe, décoration thématique, installation, panneaux d'accueil personnalisés ou le package complet et tout cela avait été payé par mes parents, le tout.
J'ai donc passé un autre appel à un avocat. Pas pour un procès, rien de tout cela, je ne prévoyais pas d'aller au bout, mais j'avais besoin d'une trace écrite. J'avais besoin d'une personne officielle pour confirmer que je n'avais autorisé aucune obligation financière partagée, surtout une qui soit liée à un cabinet comptable privé. Nous avons rédigé un avis officiel court, poli, légal. Il a été envoyé en recommandé. Il disait: à qui de droit, je sous-signais, Jonaher, ne suis pas financièrement responsable, et je n'ai pas consenti à contribuer à l'achat du véhicule ni à l'événement connexe organisé pour célébrer le 30e anniversaire de Tessaher. Tout document ou communication indiquant le contraire est inexact et non contraignant. Veuillez vous abstenir de tout autre contact demandant un paiement. Sincèrement, Jonaher. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère, un message vocal. Sa voix était tendue. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air effrayée. Jonah, nous devons parler. Tu n'as pas compris, cela n'était pas censé se compliquer. Appelle-nous s'il te plaît, s'il te plaît. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'inquiétait pas seulement pour l'argent, il s'inquiétait pour autre chose. Il s'inquiétait que j'ai cessé de jouer le jeu. Je n'ai pas rappelé. Après avoir écouté le message vocal de ma mère, sa voix tendue, essayant de paraître douce mais enveloppée de panique, je suis resté assis là, les yeux fixés sur le sol. Je connaissais cette tonalité, je l'avais entendue des centaines de fois. C'était la voix qu'elle utilisait quand quelque chose n'allait pas et qu'elle avait besoin que je règle le problème. Quand j'avais 10 ans et que Tessa avait brisé la fenêtre d'un voisin avec une pierre, c'est moi qui ai nettoyé le verre pendant qu'elle pleurait à l'intérieur. Quand j'avais 16 ans et qu'elle avait démoli mon vélo, pas le sien, le mien en le conduisant en descente contre mon avis, on m'a dit, ne lui crie pas dessus. Quand j'ai fini mes études et que j'ai eu mon premier appartement, elle a emprunté de l'argent pour les meubles, je ne l'ai jamais revue. Et quand j'en ai parlé, elle essaie juste de se remettre sur pied. Maintenant, elle était sur ses pieds, d'accord, conduisant un tout nouveau SUV blanc sur mesure, payé pour moitié par mes parents et pour moitié qu'ils ont essayé de me faire payer. Je ne voulais pas de vengeance au sens mesquin du terme, pas de honte publique, pas d'injure. Je ne voulais pas me rabaisser au même jeu qu'ils jouaient, le marchandage émotionnel déguisé en tradition. Ce que je voulais, c'était une ligne claire et ferme, qu'ils ne pouvaient ni effacer ni contourner. J'ai donc pris un jour de congé. J'ai passé la matinée à parcourir chaque texto, chaque message vocal, chaque email concernant le cadeau et j'ai fait un joli petit dossier, demande de dépenses familiales 2024. J'ai imprimé les emails et je les ai emmenés chez un avocat local, juste une consultation. Elle a tout examiné, et lorsqu'elle est arrivée à la phrase du message de ma mère, nous pensions que ce ne serait pas trop difficile, elle a levé les sourcils. Leur avez-vous donné accès à des comptes financiers? Non. Alors ils ne peuvent rien vous imposer, a-t-elle dit. Et le fait qu'ils aient fait appel à un comptable sans votre consentement, au mieux, c'est une trace écrite, au pire, c'est une fausse représentation. Elle a donc rédigé une lettre, un langage clair et juridique, rien d'agressif, juste une déclaration de non-implication au cas où ils essaieraient quelque chose de plus formel ou informel plus tard. Je l'ai envoyée en recommandé, une à mes parents, une à Monsieur Wilkins. J'ai gardé le reçu. Puis je me suis tu. Et pendant un moment, eux aussi. Pas d'appel, pas de message. Tessa ne postait plus beaucoup sur les médias sociaux, et le chat de groupe familial est devenu silencieux. C'était probablement le changement le plus étrange, ne pas entendre ces mises à jour constantes sur les plans de déjeuner de Tessa, ou les escapades de week-end, ou les photos juste parce que. Le chat avait toujours tourné autour d'elle, et maintenant que j'avais cessé de tourner autour, il semblait qu'il ne savait pas comment le maintenir en mouvement. Environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message, pas de mes parents, pas de Tessa, mais de mon cousin Ben. Salut mec, je prends juste des nouvelles. Ta mère a dit à ma mère qu'il y avait une certaine confusion au sujet de la voiture, elle a dit que tu étais dramatique. Mais je savais que quelque chose n'allait pas quand ils m'ont demandé une petite contribution. Ils ont fait comme si tu étais dedans. Je suis désolé qu'ils t'aient mis dans cette situation. Si tu veux jamais parler, je suis là. Nous avons parlé autour d'un café un week-end. Il s'avère que mes parents avaient présenté toute cette histoire à une poignée de parents comme s'il s'agissait d'un événement familial, une expression partagée d'amour, mais ils ont omis la partie où la déclarati. On du comptable ne m'a été envoyé qu'à moi, avec un chiffre exact, 27 500 $. Honnêtement, a dit Ben en remuant son thé, j'ai toujours su qu'ils s'appuyaient fortement sur le truc de l'enfant d'or avec Tessa, mais je ne réalisais pas qu'ils essayaient de te facturer pour ça. Cela m'a fait rire, le premier vrai rire depuis des semaines.
Il ne s'agissait pas seulement de la voiture, il s'agissait du schéma, un schéma qui avait façonné ma vie tranquillement, patiemment pendant des décennies, un poids que j'avais appris à ne pas remarquer. Maintenant que je l'avais laissé tomber, je me suis rendu compte à quel point la vie pouvait être plus légère. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à faire des changements. J'ai quitté le chat de famille. Je n'ai pas fait de scène à ce sujet, je suis juste sorti discrètement. Lorsqu'on m'a interrogé sur les anniversaires ou les vacances, j'ai poliment refusé. Je n'ai pas fait d'excuses, je n'ai pas expliqué, je me suis juste retiré. Avec l'aide du même conseiller financier qui m'avait aidé à gérer la situation, j'ai commencé à chercher à acheter une propriété ou quelque chose de petit, de paisible, un chalet dans les collines à 2 heures au nord. Quand je suis allé le voir, le calme m'a enveloppé comme une couverture. Il n'y avait aucune attente là-bas, personne ne me demandant de prouver ma valeur en donnant plus que ce que j'avais. Alors je l'ai acheté. J'ai emménagé un mois plus tard. J'ai gardé mon emploi, le travail à distance a facilité les choses et j'ai commencé à remplir mon temps avec des choses pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps, des livres, de la randonnée, un cours de travail du bois, le silence. J'ai appris à être seul sans être seul. Puis, au début du printemps, une lettre est arrivée ou une vraie lettre, écrite à la main, de Tessa. Elle n'était pas longue, elle n'était pas en colère, mais ce n'était pas ce que j'espérais non plus. Jonah, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu as toujours été si stable. Je pensais que nous étions plus proches que ça. Maman et papa sont vraiment contrariés, ils pensent que tu les punis. Tu n'avais pas besoin d'aller si loin. J'espère que tu reviendras. C'était tout. Pas d'excuses, pas de mention de l'argent, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient essayé de faire, juste une douce traction sur la vieille corde, tu es celui qui est stable, reviens, règle le problème, sois celui dont nous avons besoin. Mais j'étais enfin descendu de la scène, et je ne remontais pas. Je n'ai pas répondu. Depuis, le silence s'est installé dans quelque chose de calme, et pour la première fois de ma vie, paisible. Mes parents n'ont plus contacté, Tessa non plus. Je sais qu'ils parlent de moi, j'entends des choses de seconde main de parents éloignés ou du vieux voisin qui m'envoie encore une carte de vœux de temps en temps. Les commentaires sont subtils, tes parents te manquent, c'est dommage ce qui s'est passé. Mais aucun d'eux ne demande jamais pourquoi. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent l'harmonie. Et l'harmonie, dans leur monde, signifie que je porte le poids et que je continue à sourire. J'ai donc construit un nouveau type d'harmonie, ou une harmonie où je choisis ce que je porte, une harmonie où je ne suis pas le bouc émissaire de la famille, ni le portefeuille invisible, ni l'éponge émotionnelle, juste Jonah. Et ça suffit. Ils ont gardé la voiture, j'ai gardé ma dignité. Et cela, pour moi, est la seule fin dont l'histoire ait jamais eu besoin.